Nous recevons celle qui incarnait la méchante Nellie Oleson dans la vraie vie. Cette star d'Hollywood s'appelle Alison Anne Grimm et elle se produira ce week-end en Bretagne. Et oui, avec son acolyte Patrick Loubatière, comédien et metteur en scène du spectacle La Malle au trésor de Nellie Oleson. Ça promet d'être méchamment sympathique comme moment. Il sera aussi question de droit. Tiens, puisqu'on parle d'enfants méchants, eh bien, on posera à Maître Geoffroy Aymonnet la question: qui tue? Peut-on déshériter ses enfants? Un sujet d'actualité à l'heure où l'entourage de Johnny se déchire autour de l'héritage du chanteur. Eh bien, nous verrons ce que dit la loi française. Ensuite, dans la série Vintage, l'ami Pascal Guisset nous parlera de copocléphilie. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus, eh bien, on en saura davantage dans quelques instants. Côté culture, à Rennes, vous êtes tous invités à danser parmi un chant de pendule. Mais oui, c'est possible et c'est même pas ridicule. Roland Thomas, directeur des Chants Libres, qui a travaillé longtemps avec Royal Deluxe, viendra nous parler de l'événement William Forsythe, du nom de ce chorégraphe américain qui questionne notre déplacement dans l'espace au quotidien. Alors vous verrez, entre réflexes automatiques pour les adultes et spontanéité pour les enfants, c'est assez étonnant. Enfin, nous retrouverons Sylvie Denier en duplex depuis Rochefort-en-Terre, cette magnifique petite cité de caractère. Et c'est aussi le village préféré des Français. Ce sera dans le Morbihan où nous la rejoindrons dans quelques instants. Voilà, c'est le moment de la météo avec Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Laurence. Alors plutôt mieux parce que nos revendications d'hier ont été entendues. On a une augmentation des températures. Il fera entre moyen beau et moyen moche sur l'ensemble de la Bretagne avec plutôt de la pluie à Brest même et du côté de Brest même. Quant aux températures, entre 11 à Brest et 11 à Bréa, 12 à Rennes et les Vantais pourront se la péter parce qu'ils culmineront à 13 degrés. Oui, le printemps revient quand même tranquillement. Bon allez, comme c'est de toute façon le printemps sur ce plateau tous les jours au-dessus de la petite maison dans la prairie, il fait toujours beau. Vous faites comme moi, vous mettez le chapeau, vous restez avec nous. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur Facebook, sur la page France 3 Bretagne. Voilà, allez, vous prenez un petit café, on se retrouve tout de suite, 9h50 le matin, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour Geoffroy, bonjour Pascal, bonjour Patrick, bonjour Alison, bonjour Nellie Oleson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez que ça fait un petit choc, là, je vous assure, de vous avoir en face de moi sur le plateau, la méchante de la petite maison dans la prairie, mais vous imaginez même pas l'effet que ça fait. Nellie Oleson, hein, évidemment, chez vous, ce nom vous le connaissez, ce visage aussi, c'est la peste de la petite maison dans la prairie, c'est elle, Alison Anne Grimm. Alors profitez-en, comme notre émission est diffusée en live sur la page Facebook de France 3 Bretagne, racontez-nous les souvenirs que vous gardez de cette série culte. Posez-lui toutes vos questions, nous la ferons réagir en direct. Et bien vous savez quoi, ça s'active déjà là sur Facebook, on a des commentaires qui arrivent. J'ai d'abord envie de vous demander, qu'est-ce qui fait le succès de cette série? Pourquoi cette longévité? Pourquoi cet amour du public pour vous? Et oui, c'est absolument incroyable pour moi et des autres acteurs. Et même 2018, la petite maison est dans tout le monde. Mais je rencontre les fans dans tout le monde, de Sri Lanka, d'Amérique du Sud, d'Irak, Iran, et même France, et Suisse, et Belgique. Et la même chose chaque fois. Le problème de la vie des Ingalls, la famille Ingalls, c'est le même pour tout le monde. Tout le monde identifié avec les Ingalls. Et tout le monde connaît quelqu'un comme Madame Oleson ou Nellie Oleson dans sa vie. Bien sûr. Alors, ça s'active là sur la page Facebook. J'ai Françoise Krum qui nous dit « Elle finissait par devenir gentille en tombant amoureuse d'un garçon qui ne lui passait pas tout, ce que je trouvais plutôt sympa. » C'était merveilleux, ça, quand même. Finalement, vous étiez sympathique. Même peste, vous étiez sympathique. Ah ouais, mais si. Bon. Et une autre Douchekay qui nous dit « Je crois que côté méchanceté, sa sœur Nancy était bien pire. La série passe encore 1 ou 2 fois par an et je la regarde encore. » Patrick Loubatière, j'ai envie de vous demander, alors vous n'êtes pas fan, vous êtes juste à bercer votre enfance, mais vous adorez... C'est la série de mon enfance. C'est ça, c'est la série de votre enfance. Le mot fan, vous ne l'aimez pas. Pourquoi vous ne l'aimez pas? Disons qu'en fait, c'est vraiment, c'est plus pas une série que je regarde actuellement, c'est pas une série dont je suis obsédé, mais c'est une série qui a marqué mon enfance. Et je pense que les choses qui ont marqué notre enfance, ça reste toujours et ça garde une place à part. On a beau aimer d'autres séries après, celles qui ont touché notre enfance restent toujours exceptionnelles. Comment vous vous êtes
êtes rencontrés tous les deux? Parce que c'est quand même une histoire d'amitié à la base. Tout à fait. Magnifique amitié, 12 ans d'amitié. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, j'ai écrit en fait un livre d'analyse du succès de La Petite Maison de la Prairie, puisque bizarrement, cela n'existait pas, même aux États-Unis. Alors, puisque ça n'existait pas, je me suis dit, je vais le faire. Et donc, j'ai envoyé un exemplaire aux acteurs, et de là sont nées des amitiés avec pas mal d'acteurs de la série. Et même si je les ai tous trouvés formidables, elle, il y avait quelque chose en plus, quoi. J'ai trouvé une personnalité tellement pleine de générosité, une fille tellement charismatique que je me suis dit, il faut que je l'amène en France, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, les gens en France, ils ne la connaissent qu'en tant que Nelly Olson. Il faut qu'ils la voient réellement sur scène. Et donc, je lui ai proposé ce projet de faire un spectacle tous les deux et donc d'apprendre le français, puisqu'elle ne parlait pas du tout français. Ah, vous avez appris le français uniquement pour le spectacle. Ça, c'est fabuleux. Oui, je prends le français pour le spectacle. Aussi, tu n'es pas un acteur. Exactement. Vraiment. C'est la première fois dans une pièce de théâtre. Exactement. Et moi, la première fois, parle français sur les scènes. C'est une situation bizarre, mais c'est bien. Oh, on fait un spectacle ensemble. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Alors, j'avais envie de demander à Geoffroy et à Pascal qui sont sur ce plateau, quelle image vous avez de cette série? Est-ce que vous avez des souvenirs liés à ça ou pas? Non, ça faisait partie du paysage de la télé. À l'époque, il y avait moins de séries qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que La Petite Maison dans la Prairie, ça a bercé l'enfance de beaucoup de gens. C'est à partir des années 70. Donc beaucoup de tranches d'âge sont concernées, je pense. Pareil, j'ai regardé ça. Et puis surtout le générique, quoi, dès qu'on entendait cette musique du générique de La Petite Maison dans la Prairie. Et puis là, la descente dans les herbes et tout ça. Non, mais c'est vrai, voilà, quand elle tombe, c'est vrai que c'est une série de notre enfance, évidemment, qu'on a regardé, quoi. Alors, il y en a qui ont souffert. C'était les jeunes filles qui s'appelaient Nelly. Il y en a une, d'ailleurs, qui nous dit sur la page Facebook « Souvenir ou souffrance d'une enfance à porter le même prénom que la méchante et de forcément être cataloguée de peste. » Donc, vous avez fait des malheureuses, quand même. Ah oui, le nom de Nelly, oui. Exactement. D'ailleurs, en France, il n'y a plus de Nelly depuis 40 ans. Alors les gens voilà, n'osent vous êtes plus la appeler leur cause fille de Nelly. la disparition des Nelly en France. Non, c'est un peu, mais nom moi, ça traditionnel, mais maintenant, non, personne ne s'appelle des enfants Nelly. Non. C'est parce que de moi. Alors, vous allez faire des heureux, puisque vous vous produisez avec votre spectacle ce week-end en Bretagne. Il y a déjà des gens qui réagissent. Stéphanie Georges qui nous dit « Bonjour Alison et Patrick, je vous aime et j'ai hâte que vous veniez dans le Finistère. » Voilà. Bon, on parlera du spectacle tout à l'heure. Pour l'instant, est-ce que vous connaissez un petit peu le patrimoine français, les jolis petits villages, Alison? Ah oui, dans le petit village, parce que avec la salle, pas trop grande, c'est possible pour moi faire le contact direct avec le public. Oui, vous préférez. C'est là, c'est immédiatement. Aussi, après chaque spectacle, je fais une grande séance de dédicace, très longue. Ça, on l'évoquera tout à l'heure. C'est possible pour moi faire le dédicace et le bisou et la photo avec chacun dans la salle. Donc vous aimez les petits villages, les petites cités. Eh bien justement, nous allons partir à la découverte d'une petite cité de caractère où se trouve pour nous en direct une femme de caractère également, Sylvie Denis. Bonjour Sylvie. Vous vous trouvez où? Dites-nous tout. Bonjour Laurence. Écoutez, là je sors d'une des merveilleuses boutiques que l'on trouve ici à Rochefort-en-Terre, parce qu'il y en a plein des boutiques, on va en parler. Comme vous le savez, qui peut l'ignorer, en 2016, Rochefort-en-Terre a été élu le village préféré des Français. Alors si effectivement votre invité a l'occasion de se produire pas très loin à Vannes, puisqu'on est à une demi-heure de Vannes, il faut impérativement qu'elle vienne se balader dans ce village pour découvrir tout ce qu'il a à offrir. Aujourd'hui, notre guide va être Nicolas Giquel, c'est le directeur de l'Office du tourisme. Bonjour. Bonjour. On est sur la place du Puy, c'est le lieu emblématique. C'est ici que notre confrère Stéphane Bern a animé cette émission qui était consacrée au village. C'était en 2016. Et alors, là, ça a été l'explosion, on peut le dire. Hein. Effectivement, c'est une chance pour une petite cité comme Rochefort-en-Terre, 650 âmes, donc vraiment un petit village. 650 personnes habitent dans le village, Voilà. 600 000 visiteurs avant l'effet village préféré des Français. Et aujourd'hui, combien de visiteurs? On est à 1 million de visiteurs, donc c'est une réelle chance, une opportunité. Et cette médiatisation-là nous permet aujourd'hui d'être un incontournable du tourisme morbihanais et breton. Donc, je le disais, vous êtes à une demi-heure des côtes. Et on le sait aujourd'hui, les terres, quand les villages font ce qu'ils font pour avoir une attractivité, attirent autant que les bords de mer. Et pas seulement les jours de pluie.
Alors effectivement, on a la chance, nous, avec cette médiatisation, d'avoir du monde pratiquement toute l'année. Ouais. Alors effectivement, quand on n'est pas une destination touristique, on a le littoral à une demi-heure de Rochefort. Et c'est vrai que cette manne de visiteurs, quand il fait un petit peu moins beau, forcément, on cherche un peu de patrimoine et vient s'enrichir de patrimoine divers et variés. Donc on tire profit de cela. Mais on a toujours un flux important, pratiquement 9 mois de l'année. Et ça, c'est une réelle chance. C'est quand même énorme, l'attrait finalement de ce village et ce qu'a pu insuffler cette distinction de village préféré des Français. Vous avez presque doublé votre nombre de visiteurs. Oui, on a pratiquement doublé, oui, et ça dure, hein, ça fait maintenant 2 ans. Ça nous a permis de gagner en visibilité auprès des autocaristes, auprès du grand public, et c'est aussi pour ça qu'on arrive à accueillir du monde pratiquement toute l'année, avec des retours économiques qui sont indéniables pour les commerces, les restaurateurs, etc. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement précieux pour un petit village comme Rochefort-en-Terre. On parle quelquefois de la désertification des villages et des terres. Ici, on en est loin. Quand parfois, pour des communes de 1000 habitants, vous avez difficilement un café ou une épicerie, ici, 650 habitants et on a quand même pas moins de 70 commerces, je crois. Puis il y a tout, alors, hein. Commerce et artisans, on a près de 50 boutiques, commerces, etc., plus quelques entreprises. On va aller se balader par là. C'est une toute petite commune d'une centaine d'hectares. Venez regarder. Vraiment une petite commune, mais un dynamisme et un tissu local et qui permet une vie toute l'année, ou pratiquement toute l'année. Ouais. Et puis alors, on le voit, là je sortais d'une petite galerie en fait, de création artisanale. Il y a énormément de talents dans les coins et dans le coin. Et du coup, ils se retrouvent dans des petites boutiques de Rochefort-en-Terre. Il y a de tout. Il y a boulangerie, spécialité locale, antiquaire, il y en a plein. On a vraiment que l'embarras du choix si on a envie de se faire plaisir. Hein. Voilà, tout à fait. Et une spécificité quand même sur Rochefort-en-Terre, on a encore beaucoup d'artisans d'art qui créent sur Rochefort-en-Terre, et ça c'est un savoir-faire et assez différenciant par rapport à d'autres villages. Et quelques artistes, quelques artisans aussi qui créent, et ça fait toute la richesse de Rochefort-en-Terre. Et ça, les visiteurs s'y retrouvent, et selon les sensibilités, on trouve toujours quelque chose d'intéressant à faire en Rochefort-en-Terre, effectivement. Alors c'est quand même formidable d'avoir un attrait comme ça et un nombre aussi vertigineux de visiteurs, mais ça veut dire aussi que ça vous met la barre un peu haute, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur ses lauriers. Effectivement. Il faut sans cesse être dans le dynamisme et créer des choses. Il faut surfer sur cette vague médiatique, et ça c'est extrêmement intéressant pour nous. Et vous avez des projets, je crois d'ailleurs. Voilà, c'est notre travail, hein, la communication au sens large, mais cette distinction a permis aux élus aussi de s'approprier l'économie touristique, et on a un projet qui va aboutir là dans les prochaines semaines. Oui, le mois prochain, avril. Voilà, fin avril, le 28 exactement, 28 avril, avec l'ouverture d'une base de loisirs, avec une base nautique, de la location de vélos, courses de natation, une tyrolienne, etc. Donc ça nous permettra de garder un petit peu plus longtemps les visiteurs sur notre territoire et augmenter aussi le taux de remplissage des hébergements. Et puis alors, qui dit que la Bretagne est humide et pluvieuse? Regardez-moi ce soleil là. On est explosé de lumière. On est tellement bien d'ailleurs. On reste et on se retrouve tout à l'heure avec une autre petite visite de Rochefort-en-Terre, Laurence. Merci Nicolas. Merci Sylvie, vous êtes un vrai petit soleil vous aussi, et on a aussi le soleil sur ce plateau. Ça faisait réagir Geoffroy et Monet, ce duplex, vous disiez Oui, 70 commerces pour 650 habitants, un commerce pour 10 habitants, c'est exceptionnel. Ça fait Il y a belle beaucoup de communes qui aimeraient... commerciale. C'est sûr qu'être le village préféré des Français, ça aide un petit peu. Ça a dû booster un peu la fréquentation du village. Alors du patrimoine au vintage, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec vous, Pascal. Qu'avez-vous dans votre malle au trésor? Alors, je vais vous parler de la copocléphilie. Est-ce que vous savez de quoi ça parle? Copocléphilie. Alors, on va découper le mot. Co, c'est collection. Poclé, ça vient de porte-clés. Et philie, la passion. Donc, dans ma petite boîte, je vous ai amené des porte-clés. Regardez tout ce que je vous ai amené pour vous. Ça fait un peu de bruit, mais voilà. Vous en avez combien chez vous? Là, c'est une petite partie de ce que je peux avoir. Là, je vous ai amené, je dois avoir peut-être, je sais pas, peut-être un millier de porte-clés. D'accord. Bon, voilà. Donc on a affaire à un expert, je vous le dis tout de suite. Un expert, je sais pas, mais l'objet en lui-même. Un passionné, ça c'est sûr. Voilà, l'objet en lui-même, et je trouve assez sympathique. Quelle est l'origine du porte-clés? Alors en fait, le porte-clés, il existe depuis des siècles et des siècles, sous forme d'un simple anneau en métal. Mais ça va être surtout au XVIe siècle que le nom porte-clés va apparaître. En fait, à la base, le porte-clés, c'était le gardien des geôles et des prisons. C'était le porteur des clés. Voilà. Donc, et c'est qu'au XIXe siècle, en fait, que
on donne le terme porte-clés à un porte-clés pour donc, porter les clés. Alors c'est la publicité qui va booster le porte-clés. Alors donc le premier, on a eu le premier porte-clés publicitaire va arriver en 1902 au Salon du Cycle à Bruxelles avec une marque qui s'appelle Gladiator. Donc, qui créa le premier porte-clés publicitaire. Mais le développement va vraiment arriver dans les années 50, où là, toutes les marques qu'on peut connaître, agroalimentaire, voiture, vont vraiment développer. Et ça deviendra un objet que les Français vont vraiment apprécier. C'est quand l'âge d'or du porte-clés? C'est juste après? Alors, c'est plutôt les années 60. Les années 60, où on va recenser à peu près 65 000 modèles différents. Et on va avoir, donc pratiquement toutes les marques de grande consommation vont se lancer dans le porte-clés. Et on va compter dans ces années-là à peu près à 2 millions de collectionneurs de porte-clés. Alors, est-ce qu'il y a toujours le même engouement aujourd'hui? Pas du tout. En fait, aujourd'hui, le porte-clés, les marques se sont complètement désintéressées de cet objet publicitaire et c'est devenu, en fait, ce que c'était à l'origine, un simple anneau pour porter nos clés, en fait. Alors malgré tout, il y a quand même certains porte-clés qui ont plus de valeur que d'autres, on imagine bien pour les collectionneurs. Oui, alors on a en fait... la valeur d'un simple porte-clés classique, ça va être de quelques centimes d'euros. Et après, on va avoir... Il y a deux marques, deux grandes marques qui se sont distinguées. Il y a donc 2 marques françaises. Donc la première, c'est la marque Bourbon. Donc c'est une marque, c'est une entreprise du Jura qui était considérée comme la Rolls-Royce des porte-clés. Donc, pourquoi? Parce que c'était une meilleure qualité de fabrication? Oui, c'était vraiment fabriqué dans une petite usine. C'était une petite boîte familiale. Et donc, c'était vraiment bien fait. Et il y en a là, vous en avez des Bourbons? Non, j'en ai pas. J'ai regardé avec... On va en distribuer là sur le plateau. Faites-vous plaisir. Oui, on va se faire plaisir. Alors, voyez, vous avez... Alison, allez. Donc, la marque Bourbon, si jamais vous avez des porte-clés chez vous, pour savoir... Allez, tu as une petite médaille. On a notre Annie Pujol à nous là-bas qui est en train de faire une présentation. Je vois ça. Alors, Geoffroy, allez, la marque Bourbon, si vous voulez avoir... regardez si vous avez porte-clés chez vous et que vous voulez savoir si vous avez un porte-clés Bourbon. Alors comment on les reconnaît, les Bourbons? Alors en fait, c'est soit tout simplement marqué, donc à la base... Ici, ça va être marqué Bourbon. Voilà. Mais là, moi, j'en ai pas. Donc ça, ces porte-clés-là ont une valeur, on peut atteindre plus de 100 euros. Ah oui, quand même. Voilà. Et après, on a une deuxième marque qui est la marque Ogis. Alors, la marque Ogis, c'est une marque lyonnaise. C'est un joaillier lyonnais. Alors, lui, c'était plus côté argent, or. Mais eux peinent à comment dirais-je, à prendre de la valeur. Mais c'était vraiment les 2 marques phares et haut de gamme de l'époque. Bon, ça fait bout d'oreille aussi. Oui, voilà, c'est sûr. ça. Vous pouvez les mettre... Et les, comment je dirais, les porte-clés publicitaires, donc qui sont vraiment des marques emblématiques des années 60-70 avec, je vais pas m'encrire, mais les marques d'alcool, les grandes marques publicitaires de l'époque sont un petit peu mieux cotées. Donc voilà. Bon, ça existait aux États-Unis, les porte-clés? Je suis fascinée et c'est un surprise pour moi parce que chez moi, j'ai une collection de C'est porte-clés. vrai? Pas si grande comme j'en ai encore plein d'autres. c'est sûr. Mais pour ma maison, chez moi, j'ai un porte-clés avec la photo de Claude François. Vous êtes fan de Claude François? Le porte-clés de français, oui. D'accord, très bien. Mais j'ai pas de porte-clés de Claude François. Pas Claude François, j'ai un peu tout. non. Et donc, pour finir, en fait, donc aujourd'hui, on a 3 catégories de porte-clés. Donc, on a les porte-clés miniatures qui représentent le produit commercialisé. Donc, comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous allez avoir, vous allez avoir le porte-clés figurine, alors normalement j'en ai un. J'ai retrouvé, je sais pas, c'est le cheval de chez Poulain. Je sais pas Qui a piqué le cheval de chez Qui a piqué le cheval de chez Poulain? Il est peut-être tombé dedans. Moi j'ai Napoléon, c'est pas Poulain. Ouais, il y en a en dessous. Enfin bon, voilà, en fait, ça va représenter. Là, par exemple, on va dire. Le petit moule. Le petit moule, on va dire, ça doit flanc. Et vous avez le porte-clés métallique. Voilà, comme ça. Donc vraiment, et le porte-clés, alors plexiglas, ce qu'on appelle le plexiglas, alors soit fixe, soit avec, alors comme par exemple avec sa bouge à l'intérieur. Ça, par exemple, vous voyez. Alors ça, c'est le Rickless. Je ne sais pas si vous aviez ça dans votre voiture. Moi, je sais qu'on avait tout le temps ça parce que mon frère était tout le temps malade en voiture. On mettait ça sur un petit sucre. Ça, le petit et j'en ai un autre. Alors, vous l'avez peut-être avec du sel dedans. Ah oui, il est là. Vous voyez. Du sel, ouais.
Donc sel de mer, voilà. Et vous avez du sel dedans, donc après vous avez plein de choses. C'est rigolo. Ça. Et Laurent, j'ai un petit cadeau pour vous, parce que j'ai le premier porte-clés. 9h50 le matin. Merci beaucoup. Voilà. C'est impeccable, ce sera parfait. Ça Voilà, va ouvrir bon. quel bureau. Impeccable. Bah de Merci. rien, avec Merci plaisir. beaucoup. Est-ce que vous avez le porte-clés, la petite maison dans la prairie? Non. Il existe. Est-ce qu'il existe? J'allais vous dire qu'on a eu le plaisir un jour, à la fin d'un de nos spectacles, d'avoir un fan qui était en Alsace, je me souviens bien, qui est arrivé avec un très beau porte-clés avec une réplique de la maison de la famille Ingalls. Donc, il vous le manque. Mais... voilà, il me le manque. On est au défi, vous nous l'envoyez très prochainement. À la musée photo de de famille. Minnesota. Oui. Moi, j'ai un porte-clés photo de famille. C'est les plus petits mariés Avec du monde, de France. Nono et Nicole, Voilà. les plus petits mariés de France. Voilà, Nono c'est et marrant, Nicole, hein. les plus petits Et mariés donc, de ce France. sont des personnes de petite taille, en photo, en noir et blanc. Il y a des choses assez Vous voyez, particulières. Là, on est intarissable sur les porte-clés, je crois. là, c'est marqué les fruits et les femmes ne sont bons que lorsqu'ils tombent. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. C'était une marque de café. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a plein Et il y de avait choses. aussi. Et Alison, vous vouliez dire, excusez-moi. Oui, il y a le porte-clés avec la photo de Nelly Olson à le musée à Minnesota. C'est vrai? Oui, c'est possible. J'ai aussi un porte-clés chez moi, petite télévision, Ouais. mais avec les petites les piles, les batteries, et taper le bouton, comme la télévision. C'est le porte-clés, c'est bien. Excellent. C'est très créatif, le porte-clés. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Bah, de rien, avec plaisir. C'était un sacré défi pour vous deux de monter un spectacle autour d'une série culte comme celle-là. Franchement, grosse pression. Vous l'avez imaginé comment, ce spectacle? Il y avait 1000 façons finalement de parler de cette série. Alors l'idée en fait c'est avant tout un spectacle humoristique, mais pas du tout un spectacle qui se moque de la série. Ça veut dire que on a là d'excellents souvenirs de la série, donc on n'est pas dans la démystification de la petite prairie. Elle se moque de Nelly Olson par contre, Oui. On imagine. mais pas de la petite maison de la prairie. Et l'idée c'est vraiment d'emporter les gens dans cette époque finalement, dans leurs souvenirs, avec plein d'anecdotes amusantes, avec des vidéos également, parce qu'il y a des vidéos des passages les plus drôles de la petite maison de la prairie qui Alors, il y viennent a s'intercaler. eu 2 spectacles en fait, ça a évolué au fil du temps. Le premier, ça a été en 2006, c'est ça? Exactement. Confession d'une garce de la prairie. Sympa comme titre. C'était du stand-up, hein, c'est ça? Oui, parce que j'ai fait le stand-up comedy aux États-Unis et j'ai fait un spectacle Confession de Garce de la Prairie en anglais à New York, etc. Et Patrick a proposé, c'est possible, fait une adaptation pour le français. C'est similaire mais très différente pour le français et en français aussi. Donc vous l'avez joué pendant 10 ans, ce spectacle. Oui. Puis du coup, depuis 2012, il y a ce nouveau spectacle, La Malle au trésor de Nelly Olson, où là, vous êtes vraiment dans quelque chose de très interactif avec le public. Voilà, c'est vraiment l'ambiance de cirque. On a l'impression, on va dans le public, il y a des gens qui se portent volontaires pour aller sur scène. On se balade avec une malle au trésor, en fait, qui est remplie d'objets liés au tournage de la série. Est-ce qu'il y a des porte-clés dans la malle au trésor? Mais pas de porte-clés. OK, on me parle. We need to... Désolé. Et donc, les gens nous appellent. Ils tirent un objet de la malle et chaque objet est le point de départ d'un sketch. Alors, certains objets sont... Donc c'est jamais le même sketch, en fait, finalement. Non, il y a jamais plein le de même sketchs spectacle. différents, voilà, ça part un petit peu dans toutes les directions. Et il y a quelque chose, voilà la malle. On va voir. C'est en photo. Voilà, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe parce que les gens, voilà, c'est vraiment un spectacle sans prétention. On n'a pas du tout la prétention d'avoir écrit le meilleur spectacle qui existe. Non, par contre, c'est un spectacle qui rend les gens heureux. Voilà. Vous êtes vraiment dans le partage avec le public. Oui, et il y a certaines des anecdotes de le tournage, le scène de coulisses, behind the scenes, making of, et aussi complètement interactif. Le public fait le spectacle avec nous. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment dans le partage, quoi. Et c'est pour ça que vous faites de très longues séances de dédicaces après les spectacles. Exactement. Ça dure, vous me disiez, jusqu'à 2 heures de dédicaces Très derrière. franchement, on fait jamais moins d'1h30. Et c'est un deuxième spectacle après le spectacle. Voilà, quasiment. mais pour nous, c'est absolument essentiel. Ça veut dire qu'on veut offrir aux gens non pas un spectacle, mais une vraie rencontre avec l'interprète de Nelly Olson pour que chaque personne reparte avec sa photo aux côtés de Nelly Olson et des souvenirs pour toute une vie. Alors qu'un spectacle, on se régale, mais après on rentre chez soi. Là, il y a une vraie rencontre avec Alison. Oui, Alors. c'est pourquoi pas le grande salle. Bonsoir. Non, c'est pas comme ça. Avec Il n'y le a pas public d'écho, là. il n'y a pas la place pour l'écho. Alors, vous allez vous produire ce soir à La Haye. Le spectacle est déjà complet. Bon, et puis à RDVN dimanche à 14h, dans le Morbihan. Il y aura une originalité pour ces 2 dates bretonnes. Dites-nous, expliquez-nous quelle sera la surprise que vous nous réservez. Eh bien, c'est lui.
C'est lui. C'est Alors, lui. Alors cet acteur qui s'appelle Radamés Pera était le premier amoureux de Mary Ingalls. C'était également le fils de Monsieur Edwards, le barbu dans la série, le fils adoptif. Et il vit désormais en France. C'est un ami à nous. Il a épousé une Française qui était à la base une amie à nous, quoi. Donc c'est une belle histoire. Et donc il va faire des apparitions exceptionnelles dans les 2 spectacles de Bretagne. Donc ce soir à l'Aillé et dimanche à Erdeven. Et ce qui est formidable, c'est que il est également connu pour une autre série en France, il faut quand même le préciser, c'est Kung Fu. Pour ceux qui regardaient Kung Fu dans les années 70, vous savez qu'il y avait les séquences flashback où on voyait le héros avec le crâne rasé. Eh bien, c'était lui. Voilà. Bon, d'accord. Alors, les réactions s'enchaînent sur Facebook. Je les lis en même temps qu'elles arrivent. Il y a Rudy Chrétien qui nous dit « Pour avoir vu le spectacle, c'est vraiment proche des gens. » Donc, vous voyez, Paris réussi. Les gens ressentent cette proximité. Est-ce que vous-même, Nelly, vous avez gardé beaucoup de contacts? Je vous appelle Nelly, vous voyez, Alison. Oui, Nelly, Alison. Vous avez gardé des contacts avec les acteurs de la série? Est-ce que vous êtes tous liés encore aujourd'hui? Oui, tous les acteurs, avec Facebook et Twitter aussi. Mais oui, maintenant, Baby Carey, Rachel Greenbush, et Radames, John Jr., aussi Madame Garvey, et Almanzo, Dean Butler. Il y a beaucoup de réunions avec les fans et des acteurs de la série aux États-Unis, à Minnesota, le vrai Walnut Grove, etc. Donc, il y a plein d'occasions dans l'année pour tous les acteurs de la petite maison restent ensemble, oui. Et je pense que c'est l'une des raisons du succès de cette série, c'est qu'il y avait réellement entre eux beaucoup d'amitié entre la plupart des acteurs, et ça se ressent à l'écran. Ça a duré combien de temps, les tournages de cette série? Ça s'est étalé sur des années et des années. Oui, c'est incroyable. C'était près de 10 ans. Et le tournage, près de 10 ans. Oui. 10 ans de tournage, 10 ans de vie. Est-ce que ça marque un acteur à soi? Est-ce qu'on vous a toujours finalement collé du coup le rôle de Nelly Olson? Est-ce que c'est pas difficile de s'en détacher? Oui, c'est pas détaché. Oui, Nelly D'ailleurs, Olson, vous n'en êtes toujours pas détaché. Absolument, c'est marqué moi pas vie, c'est vrai. Et il y a les gens qui croient, peut-être je suis comme Nelly dans la vraie vie, le vrai méchante. Mais maintenant, je pense, depuis tous les fans rencontrent moi en enfance, et comprendre maintenant, je ne suis pas méchante dans la vraie vie. Je crois qu'on a bien compris. Je suis Alison, une vraie gentille. Et ça se voit, effectivement. Je pense qu'elle a eu l'intelligence que certains n'ont pas eue de se rendre compte que finalement, plutôt que d'essayer de renier ce rôle, elle s'est rendue compte que ce rôle lui permettait de rendre des gens heureux tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, elle croise des gens qui la reconnaissent en tant que Nelly Olson, et elle est gentille avec eux, et elle apporte du bonheur à chacune de ces personnes chaque jour. Et elle a eu l'intelligence de ressentir ça, que certains acteurs n'ont pas eu, et ils essaient de s'en détacher le plus possible, et c'est une grosse erreur. Ouais, vous l'assumez complètement avec un immense bonheur, encore aujourd'hui, c'est ça qui est fabuleux, quoi. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait sur la série? Sur La Petite Maison à la Prairie? Oui. Alors, moi, j'ai envie de dire, pas forcément le plus beau, mais le plus touchant, c'est, à plusieurs reprises, des gens qui nous ont dit qu'ils vivaient une enfance horrible, victime de pédophilie et d'autres choses absolument horribles. Et ces gens-là nous ont dit, ça peut paraître incroyable, mais réellement, que c'est de regarder La Petite Maison à la Prairie qui leur a donné l'envie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, en voyant cette famille Ingalls, ils disaient, ce que je vis chez moi n'est pas normal. Ça existe. Et c'est ça, ce que je vois chez les Ingalls. Je veux, moi, réussir à le créer quand j'aurai une femme, quand j'aurai des enfants. Et donc, je veux oublier ce que je vis là, je veux surmonter ça pour créer une famille comme la famille Ingalls. Et quand tu entends ces personnes te dire ça, j'en ai presque les larmes aux yeux là, juste de le revoir. C'est magnifique. Oui, Michael Landon était vraiment comme mon père pour tout le monde, c'est vrai. Magnifique. Bon, bah écoutez, on a le grand bonheur de faire gagner à nos téléspectateurs des invitations pour votre spectacle. Alors pour cela, il suffit de nous envoyer un petit mail 9h50 lematin.bretagne@francetv.fr, et sinon un message sur notre page Facebook où vous êtes très nombreux à poser des questions. On y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Voilà. Puisqu'on parle d'enfants méchants, parce que vous êtes à la base une enfant méchante dans la série, on va poser une question à Maître Geoffroy Aymonnet, une question terrible. Peut-on déshériter ses enfants? Alors je sais, ça fait bizarre comme ça, mais pourtant, c'est prévu par la loi. Ou pas, peut-être par la loi française. Dites-nous tout. Alors, on ne peut pas en France déshériter ses enfants, mais on peut quand même réduire leur part d'héritage. Bon. Voilà. D'accord. Donc, ça repose sur des principes assez simples finalement. C'est tout d'abord de partager le patrimoine d'une personne
entre une partie verrouillée, ce qu'on appelle une réserve héréditaire qui doit revenir, quoi qu'il arrive, à chacun de ses enfants. Et à côté de cet espace verrouillé, il y a un espace libre qu'on appelle la quotité disponible, un espace de liberté dont on peut se servir pour donner plus à un enfant ou même à quelqu'un d'extérieur à la famille. Donc, pas d'enfants déshérités complètement, mais simplement une réduction de leur héritage. Alors, comment se calcule cette part de liberté dans son patrimoine? Alors là, il faut être bon en mathématiques, enfin d'un alors là, moi, c'est pas le cas, donc... niveau quand même accessible. Oh, alors ça va, oui, ça c'est va une pas question trop... de fraction. En fait, c'est la loi, tout simplement, c'est le code civil en France qui explique comment ça va se dénouer entre les enfants. Plus on a d'enfants et moins sa part de liberté, l'espace de liberté dont on dispose est grand. Si vous avez un enfant, il doit avoir la moitié de votre patrimoine et donc l'autre moitié, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez 2 enfants, ils auront les 2 tiers et vous n'avez plus qu'un tiers de liberté. Et si vous avez 3 enfants et plus, vous n'avez plus qu'un quart de liberté. Vous voyez, ça s'arrête là. C'est très mathématique, effectivement. Ce sont des mathématiques, ouais. Alors, vous pouvez nous donner un exemple, par exemple si par exemple vous avez 150 000 € dans votre patrimoine à votre décès et vous avez 2 enfants, si vous ne faites rien, si vous ne touchez à rien, chacun aura la moitié. C'est assez logique. Il faut quand même rappeler que la base, c'est un partage équitable entre les enfants. Donc 75 000 € chacun. Si vous intervenez pour moduler, pour toucher à l'héritage normal, ils auront quand même, chacun des enfants, 50 000 € chacun. Ils ne pourront pas avoir moins puisqu'ils doivent avoir le tiers chacun. 2 enfants, chacun doit avoir le tiers. Donc vous avez 50 000 € pour l'enfant numéro 1, 50 000 pour l'enfant numéro 2 et 50 000 de liberté. Ces 50 000, vous pouvez les attribuer à un enfant ou à l'autre, ce qui fait qu'au pire, vous aurez un ratio entre eux, 2 tiers, 1 tiers. Donc on voit bien qu'aucun enfant n'est déshérité, mais simplement vous avez mis le curseur plus vers l'un ou plus vers l'autre. D'accord, ouais, c'est très clair. Alors finalement, l'enfant est quand même bien protégé en France, mais est-ce qu'il y a des exceptions à cette règle de l'héritage minimum garanti? La loi organise, oui, il y a certaines hypothèses. Si, par exemple, vous avez commis des violences contre votre père ou votre mère, si vous avez tenté de tuer votre père, si vous l'avez carrément tué, s'il s'agit d'un meurtre, la loi est assez bien faite. Il y a un peu de morale, finalement, dans tout ça, puisque vous n'aurez pas d'héritage. Voilà, tout simplement. L'héritage est supprimé. Vous ne pouvez pas tuer votre parent pour après hériter de ce parent. C'est assez bien fait quand même. Donc ça, c'est un cas extrême, c'est plus de l'anecdote. Ça, c'est l'anecdote. Mais il y a également des moyens qu'on peut rencontrer plus fréquemment pour essayer d'assouplir un peu la règle. Contourner. Oui, on peut peut-être la contourner un petit peu. Cette réserve héréditaire, alors, de quelle façon? De quelle façon faire un petit peu sauter le verrou en partie? Par exemple, on peut faire des placements en assurance vie. Si vous faites des placements en assurance vie, et puisque l'assurance vie est par principe hors succession, forcément, vous ouvrez un canal à côté de la succession normale, et ce canal, vous pouvez le diriger vers un enfant plus qu'un autre, et donc vous allez un petit peu fausser les règles par des placements secrets d'une certaine façon, puisque l'assurance vie, ça reste confidentiel. Donc déjà, c'est un premier moyen de fausser les règles du jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Si, par exemple, vous n'êtes pas en France, c'est tout bête, mais finalement, là, on parle de règles franco-françaises. Mais imaginez un couple de retraités français qui décide d'aller passer sa retraite paisiblement dans un autre pays, en Europe ou ailleurs, mais ne serait-ce qu'en Europe. Il y a beaucoup de retraités français qui vont au Portugal, qui vont dans le bassin méditerranéen, etc. Si vous y vivez la majeure partie de l'année, que finalement votre vie s'est établie là-bas, à votre décès, c'est la loi de ce pays qui va s'appliquer. Et si la loi de ce pays ne prévoit pas de verrou, de réserve héréditaire, mais peut-être que vos enfants auront une mauvaise surprise, puisque vous pouvez, dans un testament, indiquer que vous léguez tout à l'un d'eux et rien aux autres.
Et là, ça marchera. Il n'y aura peut-être pas de verrou si, dans ce pays-là, la réserve héréditaire n'est pas prévue. Là, c'est tout l'enjeu forcément de ce qui se passe avec la famille Hallyday, évidemment. Oui, c'est une vraie bataille juridique que ce livre se clan. Il se passe quelque chose avec Johnny Hallyday en ce moment? Trois fois rien. Trois fois rien. Bon, ce sont des situations qui peuvent conduire forcément à des tensions au sein des familles, évidemment. Oui, on parle de déshériter comme si c'était finalement simple, comme si c'était la vie de tous les jours. La plupart du temps, les parents font quand même très attention sur ce genre de sujet. Nous, notaires, nous prenons le temps de discuter avec nos clients, de bien peser le pour et le contre. C'est une décision qui est lourde de conséquences, de commencer à toucher à la règle d'héritage, de toucher à l'équité entre les enfants. Donc, on met en alerte un petit peu nos clients en leur disant « Attention, vous faites un testament pour donner plus à l'un, moins à l'autre. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences ? Celui qui recevra plus, il sera certes favorisé, mais il aura quand même un poids sur les épaules. Il devra continuer ses relations avec des frères et sœurs. Les relations seront peut-être tendues. Et puis pour celui qui sera défavorisé, celui qui aura peut-être été partiellement exclu de la succession, partiellement, vous imaginez la fracture émotionnelle que ça peut produire chez lui. Donc psychologiquement, attention aux dégâts et pas de testament fait à la légère, pas de défouloir dans le testament pour un peu se venger ou en tout cas punir certains enfants. Attention. Merci beaucoup, Maître Emonet, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci Pascal, merci à vous. On arrive à la moitié de cette émission et je vais tout de suite rejoindre l'amie Catherine Bossard pour savoir un petit peu ce qu'elle a retenu déjà de cette première partie. Dites-nous tout. Alors j'ai retenu et je tiens à dire à mes parents que je serai bien là dimanche midi et j'apporte le pain et le dessert. Voilà, d'accord. Contrairement à mes frères qui ne seront peut-être pas là. Et également, parmi le tas de porte-clés que j'ai reçus de Pascal, j'ai vu un porte-clés, vous voyez, c'est marqué. Oh, famille Bossard, non? Oui, JC Bossard. Est-ce que maître, je peux réclamer la propriété de ce porte-clés et ainsi enlever la jouissance de ce porte-clés à Pascal? Très bien, merci maître, je suis contente que vous ayez... Je te l'offre, ça me fait plaisir. Oh, merci. Voilà, cadeau. Allez, c'est cadeau pour vous. D'engager les procédures. Bon, j'espère que un petit cœur, allez. J'espère que la suite de cette émission vous inspirera autant, ma chère Catherine. On retrouvera dans quelques instants la rubrique culturelle de Sabine Marie-Murgue et de son invité Roland Thomas, directeur des Chants Libres à Rennes. Il sera question de danse. Et puis nous rejoindrons bien sûr Sylvie Denis en direct du très beau village de Rochefort-en-Terre. Mais pour l'heure, c'est l'heure d'annoncer les titres de l'actualité, ma très chère Catherine. Allez, vous m'aidez? Alors nous ferons le point ce midi dans le journal de Valérie Chopin sur le comité central d'entreprise de l'entreprise d'Oux. Puis nous rejoindrons le RC Vannes qui est quasiment assuré de se maintenir en pro D2 de rugby, bien sûr. Et puis enfin, notre page culture sera consacrée au festival Les Émancipés à Vannes en compagnie de Christelle Veillard. Allez, on va retrouver Sylvie Denis en direct de Rochefort-en-Terre. Sylvie, est-ce que vous avez trouvé des porte-clés à Rochefort-en-Terre? Il y a un porte-clés à l'effigie du village préféré des Français? Peut-être? Je n'ai pas la réponse, mais le mieux pour le savoir, c'est effectivement de venir et de fouiller. Je suis avec Mélanie. Elle a réponse à beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si elle n'est pas née à Rochefort, toute sa famille pratiquement y est née. Votre grand-mère est née ici, votre maman. Et bien évidemment, quand Mélanie a grandi, elle a fait guide comme métier et elle a fait Rochefort comme terrain de jeu. Et voilà. C'était presque écrit, non? C'était écrit, c'est sûr. Ouais. Alors, on a parlé de Rochefort-en-Terre et de l'impact qu'a eu cette émission du village préféré des Français. Ce qu'il faut peut-être qu'on précise, c'est que c'est assez étonnant. La Bretagne n'est pas connue pour ses massifs rocheux, mais on est quand même sur un éperon rocheux. Et oui, c'est sûr. En fait, le village de Rochefort-en-Terre, il a été construit au XIIe siècle. Ouais. Nous sommes effectivement en haut d'un éperon rocheux. Ouais. Donc, sur les cartes IGN, c'est indiqué à peu près 80 mètres d'altitude. Ouais. Pour la Bretagne, c'est supra-haut, quand on se souvient les monts d'Arrée. Et ce village construit sur cet éperon rocheux depuis le XIIe siècle a bien évidemment évolué au fil des ans avec des courants architecturaux différents. Et on le voit vraiment, il y a des marqueurs partout dans le village. Voilà. Ici, en fait, nous sommes sur la place du Puy. C'est la place que l'on prend le plus en photo parce que justement, d'un seul point de vue, on va avoir différentes maisons de style et d'époque différentes. Vous avez des maisons à pans de bois, du schiste, du granit, de l'enduit aussi. Ça fait partie d'une alors là, on a époque. trois maisons. C'est exactement l'illustration de ce que vous venez de nous dire. Voilà.
Là, on est plutôt époque médiévale. Hein. Voilà, on a du schiste et du granit. La maison à pans de bois qui est antérieure. Ouais. Et puis après, différentes maisons plutôt datées entre le 14 et le 16e siècle. D'accord, ça c'est cette maison d'enduit qu'on... Alors pratiquement toutes les maisons, j'ai vu, sont datées. Ça c'est Oui. c'est une volonté du village? Alors, en fait, certains propriétaires ont daté les maisons, mais on a une particularité à Rochefort-en-Terre, c'est qu'à la fin de la Révolution française, nos archives ont été brûlées. Et donc, on ne peut pas exactement donner une date précise, mais les architectes, les guides conférenciers, toujours s'accordent sur un siècle ou une moitié de siècle. Et en général, ça correspond aux dates qui sont indiquées au-dessus des portes. On est au début du printemps, le village n'est pas encore complètement fleuri, mais c'est aussi un intérêt particulier pour les visiteurs, le fleurissement de Rochefort. Et oui, bien sûr. En fait, le village, de par sa pierre, le schiste et le granit est assez, on va dire, gris, un peu sombre. Mais à partir des seins de glace, on a les fleurs qui viennent redonner de la couleur à tout ça et c'est magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans le fleurissement. Faut qu'on remonte au début du siècle. C'est un peintre américain. Qu'est-ce qu'il est venu se perdre ici? Alors, il s'agit d'Alfred Klotz, qui était portraitiste aux États-Unis. Il peignait des femmes américaines de très beaux portraits. Il a réussi à se faire un petit nom. Il a épousé une très riche héritière et ils se sont mis à voyager partout dans le monde. Et au début des années 1900, il est venu par hasard à Rochefort-en-Terre et il est littéralement tombé amoureux de notre village. Et donc, il va d'abord habiter dans différentes auberges, il va racheter quelques maisons. Et puis, en 1907, il va racheter les ruines du château pour construire son propre château et en faire sa résidence secondaire. Et il pousse le vice de l'envie de fleurir ce village jusqu'à proposer aux habitants de conserver pendant les mois d'hiver les fleurs à l'abri du château. Exactement, c'est ça. En fait, en 1911 exactement, il a créé le concours des fenêtres fleuries. Et pour inciter les habitants à participer à son concours, il va offrir aux familles une bouture de géranium. Et si vous venez d'ailleurs à partir des seins de glace, vous trouverez partout dans le village plusieurs jardinières avec plein de géranium. Voilà. Eh ben, écoutez, on ne peut que vous inviter à venir faire un petit tour à Rochefort-en-Terre. Vous pouvez découvrir le village par vous-même. Vous vous nourrirez de tout ce que le village a à vous offrir. Mais vous pouvez aussi profiter de ce que nos guides ont à vous raconter, parce que des histoires, on aurait pu faire des heures et des heures. On pourrait venir là tous les matins, Laurence, et vous raconter Rochefort-en-Terre, c'est vous dire. Bah, on imagine bien, Sylvie. Et merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine. Il y a plein de réactions sur Avec la page plaisir. Facebook de l'émission. Alors notamment, Stéphanie Georges qui nous demande comment choisissez-vous les endroits où vous vous produisez tous les deux? Alors en fait, On parlait de petits villages comme Rochefort-en-Terre, mais ça, c'est ce que vous préférez en fait. voilà. Alors en fait, notre règle, c'est de n'aller que dans des petites communes Justement. pour retrouver l'esprit de la petite maison dans la prairie. Ah, d'accord, Voilà. c'est ça. Et donc, en fait, tout simplement, on va là où on nous invite. Les choses sont très simples. Hein. Et là, en l'occurrence, au spectacle d'Air d'Even, Dimanche à 14h, ouais. oui, dans le Morbihan, eh bien, c'est une fan de la série qui s'appelle Gaëla, qui est super enthousiaste et tout, qui a déjà vu plusieurs fois notre spectacle et qui a réussi à organiser ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe et ça reste dans une ambiance vraiment très familiale. Et Voilà. familiale. Oui, effectivement. le petit village préféré, c'est comme le village où on fait le spectacle. Exactement. C'est similaire, exactement. Les petits villages, heureusement qu'ils sont là, ces petits villages. Alors on va parler maintenant de danse avec vous, Sabine, et votre invité, Roland Thomas. Vous êtes le directeur des Chants Libres à Rennes. Bienvenue à vous. C'est ça, On bonjour. est très heureux Merci. de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vous connaissiez la série, bien entendu. Un petit peu, mais j'avais 19 ans, je crois, à l'époque, quand la série est passée à la télé. Donc j'avais passé le cap de l'enfance, si vous voulez. Donc d'une certaine manière, j'étais... il aurait fallu peut-être que je naisse un peu plus tard pour la voir en tant qu'enfant, etc. Mais il n'y a pas Ou d'âge un pour peu la plus regarder. tard pour la regarder avec mes Mais enfants. vous savez, j'ai une info pour vous. Oui. Vous allez être à la retraite, vous allez découvrir la Petite Prairie et vous allez devenir fan de la Petite vrai Prairie. Bon. Vous savez qu'on a plein de retraités qui viennent nous voir le spectacle. On a tous les âges, on a plein de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on a des retraités qui nous disent on ne connaissait pas la série, on a découvert à la retraite, on ne loupe jamais un épisode. Merci. Generation. Génération de petites maisons dans la prairie. Alors Sabine, dites-nous tout. C'est votre coup de cœur de la semaine. Oui, alors coup de cœur pour une installation joyeuse et ludique, collective, proposée par le Musée de la Danse, le TNB et les Chants Libres. Donc, voici donc le directeur Roland Thomas. Roland Thomas, les Chants Libres, c'est déjà un sacré lieu à Rennes qui attire d'ailleurs des visiteurs des quatre coins du monde, enfin du monde, j'exagère, Oh, presque. mais de Bretagne et de France, Bretagne, mais il y a c'est beaucoup sûr. de monde. Oui, exactement. Bon, c'est un établissement ouvert depuis 2006, construit par Christian de Port-sans-Parc.
et qui, depuis 2006, accueille à peu près 1 million, 1,1 million visiteurs chaque année. Voilà, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Il suffit de passer une journée, et notamment le week-end, le samedi, le dimanche, vous avez 400 000 personnes chaque dimanche ou samedi après-midi. C'est vrai que c'est impressionnant. Et vous avez lancé d'ailleurs le fameux dimanche gratuit, invitation au public pour tous, un grand événement. Oui, c'est ça, exactement. En janvier 2012, on a proposé les premiers dimanches. C'est-à-dire qu'on invitait un partenaire, que ce soit une compagnie artistique ou bien une institution comme l'Opéra, voire le Musée de la Danse, puisque c'est à cette occasion que Boris Charmatz nous a proposé 20 danseurs pour le XXe siècle et qu'il a repris ensuite à l'Opéra, à la Tate Gallery, etc., au MoMA à New York. Et donc, ce sont des propositions artistiques où les invités intègrent et se répartissent dans l'ensemble de nos espaces, jouent avec les activités ordinaires, et c'est, comment dirais-je, très apprécié des visiteurs et en particulier des familles. Voilà, oui. Et en ce moment, justement, vous avez une installation qui est un peu curieuse de William Forsythe dans ce cadre-là. Alors, c'est au-delà de ce cadre-là, puisque c'est pendant plusieurs semaines, même si vous avez raison de le dire, cette installation sera aussi à l'honneur au moment de Foot Dance, donc début mai, où Boris Charmatz proposera de nombreuses activités autour de la danse et prestations partenaire de cet artistiques. événement. Le dimanche après-midi, le 6 mai, esplanade Charles de Gaulle. Cette installation, elle fait partie, comme vous l'avez dit, d'une invitation de 3 institutions, Musée de la Danse et TNB, pour dresser ou tenter de dresser un portrait de William Forsythe. Alors qui est-il, ce William Forsythe, ce chorégraphe américain? Vous le connaissez, Alison? Non. William Forsythe. Eh ben, vous allez le découvrir, vous allez voir. Alors, William Forsythe, c'est un danseur qui est formé aux États-Unis dans les années 60-70 et qui, assez vite, est venu travailler en Europe, à la fois comme danseur dans de nombreux ballets d'Europe, et puis aussi et surtout comme chorégraphe. Et dès 1984, donc jusqu'en 2004, il a dirigé le ballet de l'Opéra de Francfort, où là, il a créé ses pièces principales. Et c'est là où il casse les codes. C'est vraiment un grand chorégraphe contemporain qui cassait tous les codes classiques, c'est ça? C'est ça. Voilà. C'est plus la danse classique. Virtuose, mais qui surtout a revisité, a relu un peu le ballet classique avec toutes ces, comment dirais-je, tous ces rituels, ou en tout cas toutes ces contraintes d'une certaine manière. On regarde à quoi ça ressemble, justement. Voilà, je vous propose de regarder le teaser de votre événement, William Forsythe. On va regarder tout de suite. C'est une exposition très, très ludique, avec la participation du spectateur. C'est vraiment ça l'essentiel. Exactement, c'est-à-dire que Forsythe souhaitait que ce ne soit pas une installation réservée aux danseurs professionnels, mais à tout le monde. C'est-à-dire il réfléchit sur notre perception de l'environnement, et donc il a créé une installation que l'on peut simplement regarder et, disons plutôt contempler, vu cet ensemble de pendules suspendues. Oui, c'est curieux, ces pendules. Pourquoi des pendules, d'ailleurs? Je pense que déjà, esthétiquement, c'est assez beau, c'est un peu hypnotique, d'une certaine manière. Et puis ensuite, grâce à une machinerie
installé au niveau du grill technique, vous avez des mouvements d'ondulation qui sont programmés et avec des vitesses différentes. Et on doit passer entre chacun, c'est ça? Voilà, après, il y a une espèce de fascination, donc vous pouvez rester extérieur, mais d'une certaine manière, et c'est là où Forsyth a vraiment réussi, vous êtes attiré par cet espace et vous allez vous-même marcher, courir, et votre corps, d'une certaine manière, dans cet espace-là, va danser. Voilà. Et c'est un peu ça que Forsyth souhaitait, c'est qu'on ait conscience que par nos différentes attitudes, on est aussi des danseurs d'une certaine manière. En tout cas, le au corps... quotidien, finalement, des danseurs du quotidien. Exactement, voilà. À nous d'essayer d'être le plus gracieux peut-être, mais bon, encore que ça, c'est un point de vue tout à fait subjectif. C'est subjectif. Justement, on vous invite à aller voir cette fameuse installation donc à Rennes, au Champ Libre. Tout autour, donc, il y a des spectacles avec le TNB Musée de la Danse. Alors, les sites internet, donc, c'est leschamslibres.fr, TNB Musée de la Danse. Merci aussi donc à Jérémy Méléard et Fatima Rojas pour la préparation de cet entretien. Merci Roland. Sabine et Roland. Eh bien écoutez, on arrive au terme de cette émission et c'est le moment où Catherine Bossard nous rejoint. Je lui ai demandé de m'emmener mon petit chapeau, ce serait pas mal, pour terminer cette émission en beauté. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce grand moment de bonheur? Dites-moi. Nelly, il y a le feu dans la grange d'Isaiah et Watts. J'ai toujours rêvé de dire ça. Enchantée, Alison. Enchantée. Pardon. Bonjour, je fais partie du comité de réhabilitation des méchants de la télévision et du cinéma. Donc, vous êtes notre star, notre modèle, notre exemple. Donc voilà, l'idée c'est de réhabiliter les méchants, parce que les méchants ont une fonction dans la société. Ah oui, c'est vrai. Oui, s'il n'y a pas de méchants pour concocter une bombe thermonucléaire, il n'y a pas de gentils pour sauver le monde. Voilà. Donc personne ne sauve le monde. Vous voyez, c'est logique. Les méchants sont nécessaires. Mais en même temps, grâce à des mentors comme Patrick et à des activités artistiques, on peut, grâce à vous, comme vous nous le montrez, réhabiliter les méchants aussi dans la société. C'est ça. Ils sont gentils en fait, les méchants. En fait. Mais c'est ça. C'est juste parce qu'ils ont cette fonction-là et en fait, ils sont bien à l'intérieur. Et heureusement que Patrick est là pour nous dire que être gentil, c'est distribuer du bonheur. Voilà. Mais si on nous le dit pas, on n'est pas censé savoir, on n'est pas censé être au courant. Donc merci de nous dire des choses comme ça. Voilà, je pense à toutes les Nelly qui ont été déshéritées à cause de leur prénom que leurs parents leur avaient donné. D'ailleurs, c'est un peu ridicule. Mais vous, Alison, c'est le théâtre qui vous a libéré. Moi, c'est la danse. Je vais faire un mélange de William Forsythe et de Carrie Ingalls. Allez, c'est parti. Un déplacement dans l'espace. Ah oui. Voilà, c'est une interprétation courte. C'est très personnel comme interprétation, mais c'est parfait. C'est qu'un début, je ne suis pas échauffée. Je vous sens bien avec le chapeau là. Allez, hop, c'est parti. Merci beaucoup Alison d'avoir été avec nous. Merci Patrick. Merci Sabine. Merci Roland. Merci pour tout ce bonheur que vous nous avez donné, que vous continuez à nous donner. Vous serez donc en représentation à l'Aillé ce soir et à Erdevenne dimanche à 14h. Voilà, et bien écoutez, vous aurez deux de nos téléspectateurs qui viendront vous voir évidemment sur l'une des représentations. Merci pour tout. J'ai envie de vous dire, eh bien, écoutez, passez un excellent week-end. Lundi, nous recevrons entre autres Jacques Rohaut. C'est le président de l'association des peintres officiels de la Marine. Alors, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être un peintre officiel de la Marine? Comment le devient-on? N'y a-t-il que des peintres d'ailleurs? Autant de bonnes questions auxquelles on répondra dès 9h50 en direct. Et puis, on vous donnera également une chouette idée de vacances, partir en voyage en bateau cargo. Et oui, tout ça, ce sera dans votre matinale. D'ici là, bon week-end et belle journée à tous. Et merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tu veux couper du bois?